Dans l'obscurité de la nuit marseillaise, un adolescent de 15 ans tient une Kalachnikov entre ses mains tremblantes. Son téléphone vibre, avec ce message glacial. 15 000 € pour ce boulot, plus que ce que gagnent tes parents en un an. Félix Bingoui, surnommé le Chat, n'imagine pas encore qu'il deviendra l'une des figures les plus redoutées du narcotrafic français. Cette scène, qui se déroule dans les années 2000 dans les cités du nord de Marseille, marque la naissance d'une nouvelle génération criminelle qui va révolutionner le visage de la mafia française. Marseille 2025 n'a plus rien à voir avec le Marseille de la French Connection. Fini les parrains corses en costume-cravate orchestrant leurs affaires depuis les bars feutrés du Vieux-Port. Place aux parrains de cité, ces millionnaires de la drogue issus des quartiers populaires qui ont transformé les tours HLM en véritables forteresses du narcotrafic. François Spirito et Paul Carbone, les anciens barons de l'héroïne des années 60, paraissent aujourd'hui désuets face à cette nouvelle génération qui facture 50 000 € par jour sur un seul point de deal. Dans les années 70, un seul kilogramme d'héroïne rapportait 100 000 francs. Aujourd'hui, un kilogramme de cocaïne génère 50 000 €. Mais la différence réside dans les volumes. Des kilogrammes d'hier, nous sommes passés aux tonnes d'aujourd'hui. Cette explosion quantitative transforme des criminels artisanaux en véritables industriels de la drogue. 124,7 tonnes de cannabis et 53,5 tonnes de cocaïne saisies en 2024 par les autorités françaises. Mais que représentent réellement ces saisies face à l'ampleur du trafic? Une goutte d'eau dans un océan criminel. Ces chiffres astronomiques ne représentent qu'une fraction infime de ce qui circule réellement sur le territoire national. Derrière ces statistiques se cache une réalité glaçante. La France est devenue l'une des plaques tournantes européennes du trafic de stupéfiants, générant un chiffre d'affaires estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros annuels. Paris observe cette transformation avec une inquiétude grandissante. Explosion du chômage dans les banlieues, mondialisation des trafics, démocratisation de la violence armée et surtout explosion de la demande de stupéfiants. 5 millions de Français consomment désormais du cannabis. 1 100 000 ont touché à la cocaïne en 2023. Cette demande colossale a créé un appel d'air économique que les nouveaux entrepreneurs du crime ont su saisir avec un sens des affaires redoutable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un dealer de base gagne entre 1 000 et 2 000 € par semaine, soit plus qu'un salarié au SMIC. Un chef d'équipe peut toucher jusqu'à 10 000 € mensuels. Les têtes de réseau brassent des millions. Cette pyramide financière aspirante transforme la délinquance en seule perspective d'ascension sociale pour des milliers de jeunes Français. Félix Bingoui, dit le Chat, incarne parfaitement cette évolution radicale. Né dans les années 80 dans les quartiers nord de Marseille, il grandit à l'époque où les derniers parrains corses perdent leur influence au profit de bandes issues de l'immigration maghrébine. Son clan, baptisé Yoda par la police, en référence au personnage de Star Wars, contrôlera pendant des années un empire tentaculaire, générant plusieurs millions d'euros mensuels. L'ascension de Bingoui débute dans la cité de la Castellane, ce labyrinthe de tours grises qui surplombe Marseille comme une forteresse médiévale. Contrairement aux anciens parrains qui privilégiaient la discrétion, cette jeunesse criminelle affiche ostensiblement sa réussite. Voiture de sport, montre à 6 chiffres, vacances aux Maldives. Tout est fait pour impressionner et recruter dans les rangs d'une jeunesse désœuvrée qui voit dans le trafic la seule échappatoire à sa condition sociale. Les réseaux sociaux deviennent des vitrines du crime, où s'étalent bijoux en or et liasses de billets. Mais Yoda ne règne pas seul sur Marseille. Face à lui se dresse la DZ Mafia, dirigée par des franco-algériens encore plus jeunes et plus impitoyables. Cette pyramide organisationnelle génère un chiffre d'affaires quotidien pouvant atteindre 100 000 € sur les plus gros points de deal marseillais. L'innovation criminelle de ces nouveaux cartels français réside dans leur capacité d'adaptation technologique remarquable. Fini les téléphones fixes et les rendez-vous dans les bars discrets. Place aux communications cryptées sur des applications sécurisées, aux commandes via Snapchat, aux livraisons par drone dans certains cas. Quand la police démantèle le réseau EncroChat en 2020, révélant des millions de messages criminels, elle découvre l'ampleur de cette révolution numérique du narcotrafic. Cette modernisation s'accompagne d'une internationalisation croissante qui transforme les petits caïds locaux en businessmen internationaux. Les cartels marseillais ne se contentent plus d'écouler la drogue importée par d'autres. Ils nouent directement des partenariats avec les cartels colombiens, négocient avec les producteurs marocains, investissent dans des laboratoires de transformation en Équateur.
Cette désintermédiation leur permet de multiplier leurs marges par 10 tout en contrôlant l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement. 2023 restera comme l'année de tous les records pour Marseille. 47 morts et 118 blessés dans des fusillades liées au narcotrafic. Ces chiffres, qui dépassent ceux de certaines zones de guerre, témoignent de l'intensification dramatique de la confrontation entre le clan Yoda et la DZ Mafia. Chaque semaine apporte son lot d'exécutions en plein jour, de courses-poursuites à travers la ville, de règlements de comptes dans les lieux les plus improbables. L'escalade de violence atteint son paroxysme quand les deux cartels commencent à recruter massivement des mineurs comme tueurs à gages. 19% des personnes mises en cause pour trafic de stupéfiants en France en 2023 étaient mineurs, une proportion qui grimpe à 35% à Marseille. Ces adolescents, souvent issus des quartiers les plus défavorisés, acceptent des contrats d'assassinat pour des sommes dérisoires, 5 000 à 15 000 euros pour ôter une vie. Les méthodes employées témoignent d'une escalade dans l'horreur qui glace le sang. Kidnapping, torture, exécution filmée et diffusée sur les réseaux sociaux pour intimider les rivaux. La frontière entre violence instrumentale et violence gratuite s'estompe, au profit d'une logique de terreur généralisée. Quand un dealer change de camp, c'est toute sa famille qui devient une cible potentielle. Cette logique de vendetta transforme Marseille en un gigantesque champ de bataille, où les civils deviennent les premières victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. L'impact sur la population civile dépasse largement les statistiques de violence directe. Des écoles ferment leurs portes plus tôt pour éviter les fusillades de fin d'après-midi. Des commerces baissent leurs rideaux dès 18h. Des familles entières déménagent pour échapper à la violence de leur quartier. Cette transformation de Marseille en territoire de non-droit menace l'équilibre social de la deuxième ville de France. Pourtant, paradoxalement, ces organisations criminelles développent parfois des stratégies de séduction vis-à-vis des populations locales, qui rappellent les méthodes des mafias italiennes. Distribution de colis alimentaires pendant le confinement, financement de terrains de sport, organisation d'événements festifs. Les caïds marseillais savent qu'ils ont besoin du soutien tacite des habitants pour maintenir leur emprise territoriale. Cette ambivalence entre terreur et paternalisme divise les communautés locales entre peur et reconnaissance. Si Marseille fait les gros titres par sa violence spectaculaire, Paris et sa région développent un modèle criminel différent, mais tout aussi redoutable. La criminalité organisée francilienne privilégie la discrétion à l'ostentation, l'efficacité économique à la démonstration de force. Cette approche, héritée du pragmatisme du milieu parisien traditionnel, génère des profits comparables à ceux de Marseille, avec un profil médiatique infiniment plus bas. La géographie criminelle de l'Île-de-France reflète l'urbanisme complexe de cette métropole de 12 millions d'habitants. Cette balkanisation du crime parisien réduit les risques de guérilla ouverte, mais complique considérablement le travail des forces de l'ordre qui ne peuvent plus s'appuyer sur quelques cibles prioritaires. Les frères Horneck illustrent parfaitement cette évolution du crime parisien vers plus de sophistication. Cette famille, issue de la communauté des gens du voyage, a dominé le grand banditisme francilien pendant près de 20 ans, développant un modèle économique hybride, mêlant trafic traditionnel et criminalité financière sophistiquée. Claude, Marc et Mohand Horneck ont ainsi orchestré l'une des plus importantes escroqueries à la TVA de l'histoire française, détournant 1,6 milliard d'euros sur les quotas carbone entre 2008 et 2009. Cette mutation vers la criminalité en col blanc révèle l'adaptabilité remarquable du milieu parisien face aux évolutions économiques. Conscients que la violence attire l'attention des médias et des forces de l'ordre, les nouveaux parrains de la capitale privilégient les délits complexes, générant d'énormes profits avec des risques pénaux limités. Fraudes informatiques, détournement de fonds publics, blanchiment international, le crime parisien moderne ressemble plus à de l'entrepreneuriat dévoyé qu'au banditisme traditionnel. Cette sophistication criminelle s'appuie sur un réseau de complicité dans les sphères légales qui dépasse tout ce que la France avait connu. Experts comptables complaisants, avocats d'affaires peu scrupuleux, banquiers privés aux yeux fermés, l'infiltration des milieux économiques par le narcotrafic atteint des niveaux inédits. Cette porosité entre légal et illégal transforme Paris en une véritable machine à blanchir l'argent sale du monde entier. Derrière les affrontements marseillais et la sophistication parisienne se cache une réalité encore plus inquiétante, l'insertion croissante du narcotrafic français dans les réseaux criminels mondiaux.
Cette internationalisation transforme la France en plaque tournante d'un système mafieux planétaire, où se croisent cocaïne colombienne, héroïne afghane, cannabis marocain et argent sale de toute provenance. 821 groupes criminels actifs en Europe entretiennent des connexions directes avec des organisations françaises. Cette collaboration entre mafias italiennes et françaises génère des profits astronomiques, tout en renforçant l'emprise criminelle sur l'économie légale. La Mokromafia, née dans la communauté marocaine des Pays-Bas, représente un autre exemple de cette criminalité mondialisée qui redéfinit les équilibres européens. Spécialisée dans le trafic de cocaïne via les ports d'Anvers et Rotterdam, elle alimente le marché français par l'intermédiaire de réseaux locaux qui revendent sa marchandise dans les cités. Cette division internationale du travail criminel optimise les profits tout en diluant les responsabilités pénales. L'émergence des mafias balkaniques ajoute une dimension géopolitique à cette internationalisation préoccupante. Héritiers des guerres yougoslaves, ces réseaux contrôlent les filières d'armement qui alimentent la violence française. Kalachnikov, pistolets automatiques, grenades, l'arsenal des bandes françaises provient majoritairement des stocks militaires recyclés des Balkans. Cette militarisation du crime français transforme les règlements de compte en véritables opérations de guerre urbaine qui terrorisent les populations civiles. Comment ces réseaux parviennent-ils à échapper si longtemps au radar policier? La réponse tient en un mot, redoutable: corruption. L'infiltration des institutions par le narcotrafic atteint des niveaux préoccupants, créant des zones d'impunité qui permettent à ces empires criminels de prospérer en toute quiétude. Les services de renseignement estiment que plus de 80% des groupes criminels utilisent au moins une structure commerciale légale pour couvrir leurs opérations. Cette porosité entre économie légale et illégale transforme des pans entiers de l'activité française en annexe du crime organisé. L'affaire de la BAC Nord de Marseille en 2012 a levé un coin du voile sur l'ampleur de la corruption policière qui gangrène certains territoires. Des agents de la brigade anticriminalité accusés d'avoir dérobé drogue et argent aux dealers qu'ils étaient censés combattre. Ces affaires, loin d'être des cas isolés, témoignent d'une érosion systématique de l'intégrité institutionnelle face aux sommes colossales brassées par le narcotrafic. La perversion s'étend bien au-delà des forces de l'ordre et contamine l'ensemble de l'appareil d'État. Douaniers de Roissy laissant passer des valises de cocaïne moyennant finance, agents portuaires de Marseille détournant le regard sur certains conteneurs, fonctionnaires préfectoraux délivrant de faux papiers, la corruption gangrène l'ensemble de l'appareil étatique. Cette infiltration transforme les rouages administratifs en autant de facilitateurs involontaires du narcotrafic. Le secteur privé n'est pas épargné par cette contamination généralisée. Banquiers fermant les yeux sur des virements suspects, notaires validant des transactions immobilières douteuses, experts comptables maquillant les bilans d'entreprises criminelles. La complicité passive ou active du monde économique légal facilite le blanchiment de dizaines de milliards d'euros annuels. Cette économie souterraine représente désormais plusieurs points de PIB français. L'infiltration politique reste plus diffuse, mais tout aussi réelle dans certains territoires. Si la France évite les situations de narco-État observées ailleurs, des soupçons persistent sur le financement occulte de certaines campagnes locales. L'argent de la drogue, recyclé par des réseaux sophistiqués, peut ainsi se retrouver dans les caisses de candidats qui ignorent parfois tout de l'origine de ces fonds. Cette pollution financière érode la légitimité démocratique elle-même. Certains territoires développent même des relations symbiotiques avec leurs mafias locales qui inquiètent les observateurs. En Corse, la frontière entre élus et truands s'estompe, parfois au profit d'arrangements tacites, où chacun trouve son compte. Cette paix des braves permet aux organisations criminelles de prospérer en toute quiétude, tandis que les élus bénéficient d'une stabilité sociale apparente. Ce modèle pervers transforme la démocratie locale en paravent du narcotrafic. Face à cette montée en puissance du narcotrafic, démantelée la même année, cette guerre des saisies illustre l'ampleur de la mobilisation publique. Pourtant, ces succès tactiques masquent mal l'ampleur du défi stratégique. Pour chaque réseau démantelé, 2 autres prennent la relève dans un processus de régénération criminelle apparemment infini. L'innovation technologique transforme également les méthodes d'enquête de manière spectaculaire. Le piratage du réseau crypté Encrochat en 2020, opération menée conjointement par la France et les Pays-Bas, a permis d'intercepter des millions de messages criminels. Cette intrusion dans les communications mafieuses révèle l'ampleur des trafics, tout en déjouant des dizaines d'assassinats planifiés. Mais les criminels s'adaptent rapidement.
migrant vers des systèmes de communication encore plus sophistiqués. La coopération internationale devient cruciale face à la mondialisation criminelle qui ne connaît plus de frontières. Europol, Interpol, équipes communes d'enquête, la France multiplie les partenariats pour traquer des réseaux qui ignorent les frontières nationales. L'extradition de Félix Bingui depuis le Maroc en janvier 2025 illustre cette coopération renforcée. Pourtant, les paradis juridiques continuent d'offrir des refuges sûrs aux barons de la drogue les plus fortunés. Le renforcement législatif accompagne cette mobilisation opérationnelle sans précédent. La loi de 2024 sur la lutte contre le narcotrafic élargit les possibilités de saisie des avoirs criminels et facilite le gel administratif des comptes suspects. Ces évolutions rapprochent le droit français des standards italiens en matière de lutte anti-mafia. Reste à savoir si elles suffiront à inverser une tendance lourde qui semble profiter au narcotrafic. La prévention complète cette approche sécuritaire par une dimension éducative ambitieuse. La campagne de sensibilisation lancée début 2025 avec le slogan « Chaque rail de coke a du sang sur les mains » vise à responsabiliser les consommateurs. Cette stratégie de culpabilisation, financée paradoxalement par l'argent confisqué aux trafiquants, cherche à tarir la demande qui nourrit l'économie criminelle. Son efficacité reste à démontrer face à une consommation de drogue en croissance continue. Les mères de victimes de Marseille ont créé l'association Génération Espoir pour porter la voix de ces familles meurtries par la violence. Leurs témoignages déchirants dans les écoles des quartiers sensibles tentent de dissuader les adolescents de rejoindre les rangs des trafiquants. Ces femmes, souvent issues des mêmes quartiers que les criminels, connaissent intimement la mécanique de recrutement qui transforme leurs fils en tueurs ou en victimes. Leur combat désespéré contre l'omerta locale constitue l'un des rares espoirs de changement. L'impact psychologique sur les populations des quartiers contrôlés par les mafias dépasse largement les statistiques de violence directe et traumatise des générations entières. Stress post-traumatique chez des enfants témoins de fusillades quotidiennes, dépression chez des adultes prisonniers de territoires transformés en zones de guerre. Les conséquences sanitaires de cette criminalisation des espaces urbains commencent seulement à être mesurées par les autorités de santé publique. Les commerçants de ces quartiers se retrouvent pris en étau entre la nécessité économique de maintenir leur activité et les risques liés à la proximité criminelle. Fermetures anticipées, rideaux métalliques renforcés, caméras de surveillance. Leur quotidien s'adapte aux contraintes d'un environnement hostile. Certains finissent par fermer boutique, accélérant la désertification commerciale de quartiers déjà fragilisés par le chômage et l'exclusion sociale. L'école publique subit également les contre-coups de cette guerre mafieuse qui transforme l'éducation en mission impossible. Établissements fermés en urgence lors de fusillades, enseignants refusant leur affectation dans certains quartiers, élèves recrutés comme guetteurs dès l'âge de 12 ans. L'éducation nationale découvre avec amertume que ces missions traditionnelles deviennent secondaires face aux enjeux de sécurité immédiate. Cette déscolarisation progressive de générations entières alimente le réservoir de main-d'œuvre criminelle. Même les forces de l'ordre paient un prix humain élevé dans cette guerre asymétrique. L'économie légale, créant des dysfonctionnements de marché qui faussent la concurrence et pervertissent les mécanismes économiques traditionnels. Dans les quartiers contrôlés par les cartels marseillais, l'argent de la drogue finance une économie de services parallèles qui concurrence déloyalement l'offre légale. Coiffeurs, restaurants, garages automobiles, magasins de vêtements. Une multitude de commerces prospèrent grâce à une clientèle qui dispose de liquidités importantes d'origine criminelle. Cette économie dopée artificiellement crée une bulle spéculative locale déconnectée des réalités macroéconomiques nationales. Le secteur immobilier subit de plein fouet cette irrigation criminelle qui distord complètement les prix du marché. Prix de l'immobilier artificiellement gonflé dans certains quartiers marseillais ou parisiens par des achats massifs d'appartements avec de l'argent sale, création de sociétés civiles immobilières fantômes pour blanchir les capitaux, le marché du logement devient un terrain de jeu privilégié pour le recyclage des profits mafieux. Cette distorsion pénalise les ménages ordinaires qui se trouvent exclus de marchés faussés par l'argent criminel. L'industrie du luxe n'échappe pas à cette contamination économique généralisée. Montres de prestige, voitures de sport, yachts, bijouterie. Ces jeunes criminels affichent ostensiblement leur réussite par une consommation ostentatoire qui booste artificiellement certains secteurs économiques. Cette demande criminelle maintient à flot des commerces de luxe qui péricliteraient sans cette clientèle peu regardante sur les prix et l'origine des fonds. Plus inquiétante encore,
L'infiltration de secteurs stratégiques par l'argent mafieux menace la souveraineté économique nationale. Entreprises de transport routier contrôlées par des organisations criminelles pour faciliter les trafics, sociétés de sécurité privée aux mains de truands reconvertis, firmes de BTP remportant des marchés publics grâce à des prix cassés financés par la drogue. Cette mainmise progressive sur l'économie légale transforme des pans entiers de l'activité française en filiales officieuses du narcotrafic. Le système bancaire lui-même montre des signes de contamination qui inquiètent les autorités de régulation. Le manque à gagner pour les finances publiques se chiffre en milliards d'euros annuels. Cette évasion fiscale massive contraint l'État à augmenter la pression sur l'économie légale pour compenser ses pertes de recettes. Hakim collectionnait les cartes Pokémon. À 14 ans, il collectionnait les corps. Premier meurtre dans une cage d'escalier. Comme Félix Bingui 15 ans plus tôt. Le cycle infernal se perpétue avec une régularité glaçante. Ce collégien de Seine-Saint-Denis, recruté comme guetteur pour 50 € par jour, a progressivement gravi les échelons de la hiérarchie criminelle jusqu'à devenir l'un des tueurs les plus redoutés de sa cité. Son parcours illustre la tragédie d'une génération sacrifiée sur l'autel du narcotrafic. Ces enfants soldats du crime organisé français qui grandissent dans un univers où la violence devient le mode normal de résolution des conflits. Cette militarisation de l'enfance dans les quartiers sensibles représente l'une des évolutions les plus inquiétantes du narcotrafic français contemporain. Les cartels de la drogue recrutent massivement des mineurs, profitant de leur irresponsabilité pénale relative et de leur capacité à passer inaperçus dans le paysage urbain. Ces adolescents, souvent issus de familles monoparentales fragilisées, trouvent dans l'économie criminelle la reconnaissance sociale et les revenus que leur refuse la société légale. Le processus de recrutement obéit à une logique implacable qui broie méthodiquement la jeunesse des quartiers populaires. Repérage des profils fragiles dans les collèges et lycées des quartiers sensibles. Approche par des rabatteurs à peine plus âgés qu'eux. Intégration progressive dans les réseaux par des missions anodines mais rémunératrices. En quelques mois, ces enfants ordinaires se retrouvent impliqués dans des trafics générant des dizaines de milliers d'euros quotidiens. Cette transformation radicale de leur univers de référence les coupe définitivement de leur environnement familial et scolaire d'origine. L'école perd progressivement sa fonction d'intégration sociale face à la concurrence économique déloyale du narcotrafic. Ces adolescents tuent avec une froide détermination qui glace le sang. Leur jeunesse les immunise partiellement contre les poursuites judiciaires, tout en leur conférant une imprévisibilité qui terrorise leurs victimes. Cette génération sacrifiée transforme les quartiers populaires en terrain de chasse, où la loi du plus fort remplace progressivement celle de la République. Les familles de ces jeunes criminels oscillent entre culpabilisation et résignation face à un phénomène qui les dépasse. Mères célibataires dépassées par la dérive de leurs fils, pères absents incapables d'imposer leur autorité face aux chefs de bande, grands-parents désemparés devant la métamorphose de leurs petits-enfants. L'éclatement des structures familiales traditionnelles facilite l'emprise des organisations criminelles sur la jeunesse des quartiers sensibles. Cette déliquescence du lien social ouvre un boulevard aux entrepreneurs du crime, qui se substituent à la famille défaillante. Pourtant, des initiatives associatives tentent vaillamment de briser ce cercle infernal qui condamne des générations entières. Éducateurs de rue, anciens détenus reconvertis, mères de victimes mobilisées, ces acteurs de terrain développent des stratégies alternatives pour arracher les jeunes à l'emprise criminelle. Leurs résultats restent modestes face à l'ampleur du phénomène, mais ils incarnent l'espoir d'une reconquête possible des territoires perdus de la République. La Corse offre un laboratoire unique pour observer l'évolution des mafias françaises face aux défis de la modernité criminelle. Cette île méditerranéenne, berceau historique du grand banditisme français, voit ses codes traditionnels bousculés par l'irruption de nouvelles formes de criminalité qui ignorent les règles ancestrales de l'honneur et de la vendetta. Jean-Jérôme Colonna, parrain décédé en 2006, incarnait la dernière génération de chefs mafieux à l'ancienne. Respecté même par ses ennemis, il réglait les conflits selon des codes séculaires qui privilégiaient la négociation à la violence aveugle. Sa disparition a ouvert une crise de succession qui déchire encore aujourd'hui le milieu insulaire. Cette prolifération témoigne de l'incapacité des anciens systèmes de régulation à contrôler cette jeunesse criminelle. Chaque vallée, chaque ville développe ses propres organisations qui ignorent superbement les hiérarchies traditionnelles. Cette balkanisation du crime corse multiplie les risques de conflits, tout en compliquant le travail des enquêteurs. L'économie criminelle insulaire évolue également sous l'impact de la mondialisation des trafics.
Aux activités traditionnelles, comme la contrebande de cigarettes et le trafic d'armes, s'ajoutent désormais des secteurs plus lucratifs, comme le blanchiment d'argent international ou le trafic de stupéfiants à destination du continent. Cette diversification transforme la Corse en plaque tournante méditerranéenne pour des flux criminels qui la dépassent largement. Le secteur touristique corse subit de plein fouet cette infiltration mafieuse qui menace son attractivité. Hôtels, restaurants, discothèques, contrôlés par des hommes de main qui imposent leurs conditions aux clients et concurrents. Marchés publics truqués pour favoriser les entreprises liées au milieu. Spéculation immobilière alimentée par l'argent sale. L'économie légale insulaire devient progressivement l'annexe de l'économie criminelle. Cette contamination menace l'attractivité touristique de l'île, première ressource économique légale du territoire. La classe politique corse navigue difficilement entre condamnation publique et arrangements privés avec ses nouveaux pouvoirs de fait. L'interconnexion historique entre élite politique et milieu criminel, héritée des codes claniques traditionnels, complique la mise en œuvre d'une politique répressive cohérente. Cette ambiguïté facilite l'impunité des organisations criminelles qui prospèrent dans un environnement réglementaire favorable. Pourtant, l'île développe aussi des anticorps face à cette gangrène qui ronge ses institutions. Associations de victimes, journalistes d'investigation, magistrats intègres, une société civile corse émerge pour dénoncer l'emprise mafieuse sur l'économie et la politique locale. Ce réveil citoyen, encore fragile, constitue peut-être le seul espoir d'arracher la Corse à sa dérive criminelle. Ces enclaves de non-droit préfigurent-elles l'avenir de la France ? Cette question hante les responsables politiques et sécuritaires qui observent avec inquiétude la montée en puissance des organisations criminelles. La sophistication croissante de ces réseaux interpelle également les spécialistes du renseignement français. Dotés de moyens financiers considérables, équipés d'armements militaires, disposant de réseaux de renseignement plus efficaces que certains services d'État, les cartels français contemporains développent des capacités qui défient l'autorité régalienne. Cette montée en puissance transforme les rapports de force traditionnels entre crime et État au détriment de ce dernier. L'internationalisation accélérée de ces réseaux aggrave encore les risques de déstabilisation nationale. Connectés aux cartels latinos, aux mafias européennes, aux organisations criminelles africaines, les criminels français s'insèrent dans un écosystème global qui leur confère une résilience exceptionnelle. Cette dimension transnationale rend dérisoires les réponses purement nationales et nécessite une coordination internationale que les États peinent à mettre en œuvre. La corruption progressive des institutions républicaines constitue peut-être le risque le plus grave pour l'avenir de la démocratie française. Si l'État français conserve globalement son intégrité, les brèches se multiplient sous la pression de l'argent criminel. Cette érosion lente mais continue de la probité publique pourrait aboutir à terme à un basculement systémique où les équilibres démocratiques céderaient face aux logiques mafieuses. Pourtant, la France dispose encore d'atouts considérables pour éviter ce scénario catastrophique qui a frappé d'autres nations. Institutions démocratiques solides, forces armées loyales, société civile vigilante. Ces garde-fous républicains peuvent encore inverser la tendance si la volonté politique s'affirme réellement. La bataille pour l'avenir du pays se joue maintenant.